La nuit est froide et pluvieuse. Marius, un homme d'une trentaine d'années, est au volant de sa luxueuse berline. Il rentre chez lui, l'air fatigué après une longue journée. Soudain, les gyrophares d'une voiture de police s'allument derrière lui. L'agente Clara sort de sa voiture, l'air sûr d'elle. « Arrêtez-vous, monsieur. Permis de conduire et papier du véhicule, s'il vous plaît. » « Y a-t-il un problème, madame l'agente ?» Clara, agacée, « Je n'ai pas à vous donner de raison. Faites ce que je vous dis. » Marius obtempère, sans un mot. Il remet ses papiers à Clara, qui les examine avec un air de dégoût. « Une belle voiture pour un tel quartier. Vous devez avoir de l'argent. » Marius, froidement, « Je n'ai pas à vous parler de mes affaires personnelles. On dirait que vous avez oublié les règles. Je ne suis pas votre ami. » Marius, calme, « Je n'ai jamais dit que vous l'étiez. » Clara est furieuse. Elle sent que cet homme ne se laissera pas faire. Elle le fouille, mais ne trouve rien d'illégal. Elle le relâche, mais ne peut s'empêcher de lui lancer une dernière pique. Clara, un sourire de mépris, « La prochaine fois, essayez de vous faire discret. Ça vous évitera de finir en prison. » Marius ne répond pas. Il repart, mais il sait que Clara ne l'oubliera pas. Quelques semaines plus tard, Marius est de nouveau arrêté par Clara. Elle l'accuse d'avoir grillé un feu rouge, ce qui est faux. « Madame, le feu était vert. Vous vous trompez. Ne me contredisez pas. Vous êtes en état d'arrestation. » Clara le menotte et le conduit au commissariat. L'ambiance est tendue. Les autres officiers observent la scène avec un mélange de mépris et de dégoût. Marius est enfermé dans une cellule. Il a tout enregistré. Il a compris que Clara est une femme corrompue, qui n'hésite pas à abuser de son pouvoir. Il a un plan. Clara est au téléphone. Elle se vante d'avoir arrêté un homme qui l'a défié. « J'ai enfin réussi. Ce type, il a osé me contredire. Je l'ai mis en prison. Il a cru qu'il était au-dessus des lois. » Éric Durand, un jeune officier, est chargé de l'interroger. Il est mal à l'aise. Éric, d'une voix tremblante, « Monsieur, je suis désolé. Je n'ai rien pu faire. L'agente Clara a l'habitude de faire ce genre de choses. » « Je sais. Mais ne vous inquiétez pas. Elle va payer pour tout ça. » Marius est transféré en garde à vue. Il est sûr que Clara ne s'en sortira pas. Il a les preuves qu'il lui faut pour la faire tomber. Clara est sereine. Elle se dit que Marius est un homme comme les autres, qui finira par se plier à ses règles. Elle ne sait pas que le procès qui l'attend sera le début de sa chute. Le face-à-face avec le chef. Marius est assis, le regard vide. Il refuse de répondre aux questions d'Éric Durand. Le jeune officier, mal à l'aise, n'arrive pas à briser son silence. « Monsieur, je ne peux pas vous aider si vous ne parlez pas. Dites-moi ce qui s'est passé. » Marius, froidement, « Je n'ai rien à dire. Mon avocat s'occupera de tout. » Clara, qui observe la scène depuis l'autre côté de la vitre, est furieuse. Elle entre brusquement dans la salle. « Arrêtez vos simagrées. Vous allez parler, de gré ou de force. »« Je n'ai rien à dire, madame. Vous avez violé mes droits. Je n'ai aucune confiance en vous. Ne jouez pas au plus malin. Je vais appeler le chef. On va voir s'il vous laissera vous en tirer aussi facilement. » Le chef de police, un homme massif d'une cinquantaine d'années, entre. Il a l'air fatigué, mais son regard est perçant. Il prend place à la table et fixe Marius. « Chef de police, voix grave, j'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec mon agente, monsieur. » Marius Walker. Chef de police, un sourire froid, « Je vois que vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vous avez servi. Votre dossier est impressionnant. » Marius, froidement, « Mon passé n'a rien à voir avec cette arrestation. J'ai moi aussi servi, monsieur. Je sais reconnaître un marine. Je sais que vous n'êtes pas un délinquant. » Marius, voix basse, « Je n'ai rien à dire. » Chef de police, avec un sourire, « J'aime votre sang-froid. On a besoin de gens comme vous. Mais vous avez fait une grave erreur en vous en prenant à mon agente. Elle est la meilleure de sa génération. C'est ce que vous croyez. » À ce moment précis, un homme entre dans la salle. C'est Maître Delacroix, l'avocate de la marine. Elle est une femme d'une quarantaine d'années, élégante, mais ferme. « Mon client n'a rien à dire. Je suis son avocate. Je vous demande de le relâcher immédiatement. Nous avons des preuves. Il a grillé un feu rouge. Il a résisté à une arrestation.
Je suis sûr que vos preuves ne sont pas aussi solides que vous le dites. Mon client a tout enregistré. Je suis sûr que le tribunal sera ravi de savoir que votre agente est en état de légitime défense. Nous verrons. Maître Delacroix prend Marius par le bras. Elle le regarde dans les yeux. Maître Delacroix, voix basse, ne dites plus rien. Vous avez assez parlé. Vous avez un plan. Je vous demande de rester calme. Laissez-moi m'occuper du reste. Vous serez relâché dans la matinée. L'affaire va continuer au tribunal. L'arrivée de Marius au commissariat de Port-Sérénité provoque une onde de choc. Certains jeunes agents baissent les yeux, mal à l'aise de voir un homme encore menotté. D'autres, des vétérans qui connaissent la réputation de l'officière Clara, détournent le regard, complices de son silence. Dans la salle d'enregistrement, un jeune policier du nom d'Éric Durand saisit les informations de Marius. Ses mains tremblent en voyant son dossier militaire. « Officier, il est » murmure-t-il, mais Clara l'interrompt d'un regard tranchant. « Fais ton travail, Durand. Laisse-moi gérer les conséquences. » Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les conséquences sont déjà en marche. En l'abandonnant dans sa cellule, elle lui a offert le temps d'agir. Grâce à sa formation militaire, Marius a mémorisé chaque faute de procédure, chaque abus de pouvoir. Il a documenté chaque détail de cette nuit-là. Dans sa cellule, il ferme les yeux. Derrière la cloison, il entend la voix triomphante de Clara, se vantant d'avoir une fois de plus imposé son autorité. Elle ne se doute pas qu'elle vient de signer son propre arrêt de mort. Le téléphone de Marius, confisqué, a déjà transmis sa géolocalisation à ses contacts haut placés. Des protocoles de sécurité, dont elle ignore tout, se sont mis en place. En quelques heures, Port-Sérénité deviendra le théâtre d'une enquête qui changera à jamais le visage de sa police. À l'aube, Clara sirote son café au commissariat, sûre de son bon droit. Elle partage sa version des faits avec ses collègues, qui ont depuis longtemps cessé de questionner ses méthodes. Elle ne sait pas que chaque minute qui passe la rapproche de sa chute. La salle d'audience du tribunal de Port-Sérénité est bondée. Clara entre, le menton haut, son uniforme impeccable. Son regard croise celui de Marius, qu'elle aperçoit à côté de maître Élise Delacroix, l'une des avocates les plus influentes du ministère de la Justice. Un éclair de surprise traverse son visage. Le juge Bertrand Legrand, célèbre pour son intransigeance envers la brutalité policière, ajuste ses lunettes. « Officière Dubois », lance-t-il d'une voix solennelle, « êtes-vous consciente des accusations portées contre vous ?» Clara répond d'un simple « oui, votre honneur ». Sa confiance commence à s'effriter lorsque maître Delacroix se lève. « Votre honneur », commence-t-elle d'une voix calme, mais ferme, avant de continuer, « nous souhaitons présenter une nouvelle preuve. » Un technicien installe un écran vidéo. Au cours des 3 derniers mois, nous avons mené une enquête approfondie sur l'agente Dubois. Ce que nous avons découvert est troublant. Les images des caméras corporelles de Clara sont diffusées, non seulement les séquences qu'elle a oublié d'effacer, mais aussi celles qu'elle pensait avoir supprimées. Son expression se décompose en réalisant que la marine a tout récupéré. Maître Delacroix projette des statistiques accablantes. En seulement 2 ans, l'officière Dubois a effectué 940 contrôles routiers. 80% d'entre eux visaient des conducteurs noirs, dans une ville où ils représentent 20% de la population. Des murmures se font entendre dans la salle. Clara s'agite, son avocat griffonnant des notes. Les témoins se succèdent. D'anciens conducteurs, dont la vie a été perturbée par l'intimidation et les menaces de l'agente. Mais c'est une vidéo des caméras de sécurité du poste de police qui porte le coup de grâce. La voix de Clara retentit dans la salle, « Il faut leur apprendre à rester à leur place », dit-elle à des collègues, en riant. Son visage devient cramoisi. Son avocat demande une suspension, mais le juge refuse. C'est le moment de vérité. Marius est appelé à la barre. Son témoignage ne se limite pas à cette nuit-là, il dénonce un système qui permet à des officiers comme Clara de prospérer en semant la peur. L'agente Dubois n'a pas seulement bafoué mes droits, conclut-il, elle a trahi le serment de protéger et de servir. Et le plus troublant, c'est qu'elle l'a fait en toute impunité. C'est à ce moment que Clara craque. Je ne faisais que mon travail. Explose-t-elle, se levant brusquement. Ils conduisent des voitures trop chères pour leur quartier. C'est suspect. Son avocat ferme les yeux, vaincu. Le juge se penche en avant. Officière Dubois, dit-il, en 15 ans, j'ai rarement vu un tel abus de pouvoir.
Mais aujourd'hui, vous nous avez rendu un service. Vous avez révélé une culture qui doit être éradiquée. Le juge Legrand frappe son marteau. Le tribunal ordonne que l'agente Clara Dubois soit immédiatement déchue de ses fonctions au sein de la police de Port-Sérénité. Il poursuit, je recommande une enquête pénale complète sur ses actions au cours des 5 dernières années. Clara reste immobile, son visage pâle. La peur remplace l'arrogance qu'elle a imposée pendant des années. L'empire de la terreur qu'elle a construit s'effondre sous ses yeux. La ville de Port-Sérénité est en émoi. Les médias s'emparent de l'affaire, déclenchant des enquêtes similaires dans tout le pays. Le chef de la police est contraint à la démission. Éric Durand, le jeune officier qui a fait preuve d'hésitation, est promu pour diriger une nouvelle unité d'affaires internes. Clara est contrainte de rendre son badge et son arme. Alors qu'elle vide son bureau, elle ressent les regards de ses anciens collègues, un mélange de pitié et de soulagement. Son règne de terreur est révolu. 6 mois plus tard, Clara est formellement inculpée de multiples violations des droits civiques. Son procès pénal va commencer, et pour la première fois, elle se retrouve de l'autre côté du banc des accusés. Marius, lui, est devenu conférencier dans des écoles de police, partageant son expérience pour former une nouvelle génération d'officiers. Il enseigne que le pouvoir de l'uniforme ne vient pas de l'autorité, mais de la responsabilité. Il est le symbole d'un changement. Un après-midi, il roule sur la route où tout a commencé. Une voiture de police le dépasse. L'officier au volant le salue d'un signe de tête respectueux. C'est Éric Durand, qui patrouille désormais avec une nouvelle vision de ce que signifie servir et protéger. L'histoire de Marius et de Clara n'est pas seulement celle d'une confrontation. C'est l'histoire d'un système corrompu qui a été mis à nu par le courage d'un seul homme. C'est la preuve que le pouvoir, s'il n'est pas encadré, peut se transformer en tyrannie, et que la véritable autorité repose sur le respect. Si cette histoire de justice et de courage vous a interpellé, ne la laissez pas s'arrêter là. Partagez-la pour inspirer d'autres personnes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos histoires qui nous poussent à réfléchir sur l'injustice, le pouvoir et la détermination à faire la différence.